Et le constat est clair, contrairement à TV5 Monde, les grandes chaînes françaises ne s'intéressent pas quotidiennement au continent africain. Et quand elles le font, c'est sous un prisme parfois réducteur. C'est le constat de votre étude, Géraldine Pouls. Vous êtes chargée de mission à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Marie-France Malonga, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes sociologue des médias. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour bien comprendre une étude, il faut savoir comment elle a été faite. Vous avez travaillé sur les 6 chaînes historiques françaises. Pourquoi ? Tout à fait. Donc l'INA produit en effet des études à partir des données qui sont produites par les documentalistes de l'INA qui décrivent très finement les programmes. Et à partir de cette base de données, on peut produire des analyses alors sur les 6 chaînes en effet historiques que nous suivons depuis 2006 à l'INA. Vous avez recensé quoi? Sujet, temps d'antenne ou citation de pays? Les trois. L'étude porte plus précisément sur le nombre de sujets, mais nous avons aussi des données sur les temps d'antenne, sur le nombre d'apparitions aussi des personnes qui apparaissent dans les sujets. On s'informe beaucoup sur Internet aujourd'hui. Est-ce que s'intéresser aux JT historiques, ça a du sens? Alors oui, ça a du sens quand on voit encore l'audience des JT qui reste considérable. Ça reste le principal, un des principaux moyens d'information de tous les Français. Alors voilà pour la méthodologie. Passons au résultat. De 2011 à 2019, l'Afrique a représenté 5,4% de l'offre d'information des chaînes de télévision françaises. Marie-France Malonga, c'est peu? Complètement, c'est tout à fait peu. Donc on se rend compte effectivement qu'il y a une visibilité assez faible de l'Afrique au sens large, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Et ça montre, à mon sens, le faible intérêt qu'on peut avoir pour ce continent, en tout cas sur les chaînes généralistes. Et on va essayer de voir pourquoi. C'est moins que l'Asie, qui est à 12%, mais c'est plus que l'Amérique latine, qui est à 2%. Est-ce que cette proportion vous a étonné ? Pas tellement. C'est vrai que compte tenu des liens qui peuvent exister historiques entre la France et l'Afrique, ça peut peut-être s'expliquer. Après, je pense qu'on y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est de voir les angles qui sont choisis. Et là, c'est un autre problème. Eh bien, on y va tout de suite. On enchaîne. L'étude démontre donc que cette couverture de l'Afrique concerne à 69% la géopolitique. L'étude commence par un pic en 2011, année très chargée en actualité en Afrique, avec notamment la révolution contre le président Hosni Moubarak en Égypte. Ce samedi matin, le ministre de la Santé semblait agir surtout en tant qu'envoyé spécial du président Mitterrand, en tournée d'inspection avant le débarquement des troupes américaines. Alors, c'est pas le bon extrait, comme vous l'avez constaté. On va y revenir parce que cet extrait-là vous intéresse beaucoup. Sur ces images de révolution en Égypte qu'on a beaucoup vues, je crois qu'on les a quand même tous en tête, que ce soit en Égypte, en Tunisie. Est-ce que vous direz qu'il y a un biais dans le regard de la France vis-à-vis de l'Afrique, dans les choix qui sont faits, ou est-ce que là, pour le coup, c'était quand même une actualité qui s'imposait? Complètement, c'était une actualité qui s'imposait, donc comment ne pas lui donner toute sa visibilité en temps de révolution massive, etc., se déplaçant dans toute l'Afrique du Nord. Donc c'était un événement tellement majeur dans l'actualité qu'il était bien entendu important de mettre le focus dessus. D'autant que les images étaient assez belles dans le sens où c'était une représentation en fait de populations nord-africaines maîtres de leur destin, voilà, s'affirmant, etc. Alors que c'est moins de la géopolitique là, c'est aussi ça que vous nous dites, c'est que finalement c'était aussi donner la parole à des personnes, à des citoyens. Complètement, tout à fait. Donc ça me semblait effectivement très intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude de voir justement des représentations, c'est ce qui montre l'étude pareillement, des représentations plutôt victimaires, misérabilistes. On est encore dans une représentation, à mon sens, assez paternaliste et catastrophique de la situation. Alors, autre point de votre étude, l'inégalité de traitement entre les pays du continent. Plus de la moitié, 57% des sujets, se concentrent sur seulement 5 pays, l'Égypte, la Libye, le Mali, la Tunisie et l'Algérie. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale, c'est un immense continent. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ça, 5 pays sur les dizaines de pays d'Afrique? Ça m'inspire que ce que je disais précédemment, à savoir que dans nos représentations, nous excluons beaucoup tout ce qui est de l'ordre du continent africain, noir africain, subsaharien, puisqu'ils ne sont pas inscrits dans nos représentations. Et donc, on a vraiment une tendance à ne pas montrer la diversité en fait, des situations, des représentations. Et on reste en fait dans des images et des schémas
qui sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire des personnes en situation de chaos, d'assistance, etc., et qui ont besoin aussi d'être sauvées par l'ancienne puissance, notamment colonisatrice. Il y a les personnalités aussi. Parmi elles, on peut citer Muammar Kadhafi, le plus médiatisé. C'est lui, l'ancien président libyen. En 2007, sa visite à Paris était très remarquée. En un siècle et demi d'existence, l'hôtel de Marigny n'avait jamais vu ça. Trônant sur ses pelouses, la légendaire tente bédouine de Muammar Kadhafi. Le guide libyen n'y dort pas, il séjourne en face, dans le palais, ses 3500 mètres carrés. Ses appartements sont derrière ces grandes vitres fumées. Tout se déroule sous la surveillance des Amazones, les escortes féminines du guide libyen. Autour du brasero, on prépare ces pots d'encens que l'on disposera sous la tente. C'est là que, conformément à la tradition du désert, Muammar Kadhafi reçoit ses invités. Une tente plutôt sobre, chauffée, équipée d'un téléviseur et de toutes les chaînes internationales. Le chef du protocole y règle tout au millimètre, avant l'arrivée à pas très lent du guide. L'entretien peut se dérouler au milieu des volutes d'encens. Alors, entre 2009 et octobre 2011, date de son décès, Muammar Kadhafi atteint 45 passages antennes, ce qui le place en fait à la 423e position du classement des personnalités globales. Oui, donc on voit à la fois qu'il y a une fascination pour les dirigeants, les chefs d'État, qui est très nette, qui domine complètement le classement. Et en même temps, à l'échelle du classement global des personnalités, on voit que les personnalités politiques africaines sont très très en bas du classement. La femme la plus citée, c'est la présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Elle n'apparaît que dans 5 sujets en 9 ans. L'étude note la quasi-absence en fait de personnalités politiques africaines. Mais là, on aurait presque envie de dire c'est comme ailleurs. Oui, complètement, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'échelle des dominations, les femmes sont toujours situées au bas de l'échelle, malheureusement. Complètement, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'études qui parlent de la représentation des femmes à la télévision et dans les médias dans le monde entier. Et donc l'Afrique n'est pas épargnée. Effectivement, les femmes ont encore moins de visibilité que les hommes. Donc, et au final, on se retrouve, comme vous le disiez, avec, vous l'évoquiez à l'instant, avec les images d'un continent où règne l'instabilité, la pauvreté, la famine. Retour en arrière avec cette image que vous trouvez, vous, je crois, très symbolique, Marie-France Malonga. En 1992, Bernard Kouchner, à l'époque ministre de la Santé et de l'Action humanitaire, se rend en Somalie. Ce samedi matin, le ministre de la Santé semblait agir surtout en tant qu'envoyé spécial du président Mitterrand, en tournée d'inspection avant le débarquement des troupes américaines puis françaises. Mais après-midi, il revenait de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyés au mois d'octobre par les écoliers français. De précieux sacs qui, après 2 semaines de rond dans l'eau du cargo Tadorne 2 pour cause de guerre, arrivent enfin sur les plages de la famine. Ils ont senti tout le symbolisme de ce geste des enfants français, c'est-à-dire qu'ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la Poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. Et je crois qu'ils ont senti peser cette détermination en faveur de la paix. À 2 pas de là, ils sont des centaines qui attendent. Chacun représente une famille. Beaucoup ont marché plusieurs jours pour ce précieux mélange de riz, d'huile et, faute de viande, de haricots. C'est le couronnement du grand élan de solidarité de nos écoliers vers les enfants de Somalie, où un tiers de la population est menacée de famine, où 250 000 Somaliens sont en danger de mort d'ici à Noël. On voit encore des images comme celle-là dans cette décennie que vous venez d'étudier? Non, alors ça mériterait vérification et je la laisse aux sociologues pour l'approche vraiment qualitative. Nous, on est vraiment sur des chiffres. Il me semble quand même que cette communication-là apparaît extrêmement datée. Et vous le dites, communication? Oui, c'était vraiment une opération de communication, mais on est toujours, je pense, quand même à certains égards, dans des représentations, donc là c'est vraiment le trait forcé, ou d'assistance en fait. Il y a quand même une vision plus globale d'un continent qui a besoin d'être aidé. Mais c'est une image qui est véhiculée de façon consciente, inconsciente? Alors, comment vous l'expliquez? La plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui est inconscient, c'est inscrit dans les imaginaires collectifs. Bon, là, il y avait quand même une volonté de communication politique très claire, mais la plupart du temps, il y a une reproduction en fait de ce schéma comme s'ils étaient évidents, naturels, alors que finalement ils sont des constructions et ce sont des images assez attendues. Mais il y a un décalage quand même, puisque là on voit que les États, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, que ce soit
n'importe quel État a un intérêt sur l'Afrique, que ce soit pour des raisons d'influence ou économiques. Alors pourquoi ça ne suit pas au niveau de la représentation dans les journaux télévisés? Parce que tout simplement que les représentations caricaturales ne sont pas déconstruites et qu'il n'y a pas conscience qu'il s'agit de représentations répétitives et caricaturales. On pense qu'il s'agit d'une forme de normalité. À quand la prochaine étude? Est-ce qu'il y aura TV5 Monde dedans? Alors, pas tout de suite. La prochaine étude, on la dévoilera en avant-première en octobre. Elle sera sur le Covid, évidemment. Mais cela dit, sur l'Afrique sur l'Afrique, pas tout de suite non plus. On fait des études régulières pour avoir un maximum de données. Pour pouvoir. L'avantage de l'INA, c'est qu'on apporte des éclairages sur la longue durée, donc c'est important. Mais donc, prochainement sur l'Afrique. Et en tout cas, TV5 Monde, dès qu'on aura les données, donnez-nous les informations. Géraldine Pouls, merci. Merci à vous aussi, Marie-France Malonga. Merci à vous deux.